tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Vulgaire en partenariat avec Harmonie Mutuelle, un épisode qui s'appelle « On respire ». Ce à quoi peut-être vous allez nous dire, oui, enfin vous êtes gentils les filles, mais s'il y a bien un truc que je maîtrise, c'est la respiration. En êtes-vous sûr? C'est vrai d'ailleurs, le saviez-vous, nous respirons au moins 22 000 fois par jour. Et au-delà de nous permettre de vivre tout simplement, la respiration, ça a beaucoup de bienfaits dont on va parler avec une magicienne. Enfin, son CV dit qu'elle est apnéiste et chirurgienne dentiste, mais vu qu'elle a réussi à porter la flamme olympique dans l'eau, je pense qu'on peut dire qu'elle est magicienne. Cette enchanteresse ou cette sorcière, à vous de voir, c'est Alice Modolo. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être là. Alice, tu es une vraie championne. Tu as atteint les profondeurs comme peu de Français l'ont fait en apnée. Tu es même la première Française à être passée sous la barre des 100 mètres en poids constant et c'est incroyable, surtout que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Moi, le poids constant, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Moi, j'ai toujours beaucoup plus maîtrisé le poids yo-yo, donc on en parlera peut-être ensemble. Mais alors, c'est pas tout, parce qu'en dehors de l'eau, tu es aussi chirurgienne dentiste et ce double parcours, à la fois sportif et médical, ça te donne un... Ah, je te tutoie, Alice. Bien sûr. Voilà, j'y suis rentrée dedans. Alice, ça te donne un regard unique sur la santé et sur nous. Et donc, c'est aussi pour ça que on fait cet épisode en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Alors, tu vas nous apprendre que bien respirer, ça peut nous aider. Comment est-ce que l'environnement nous influence? Comment gérer le stress, que ce soit au fond de l'eau ou dans notre quotidien trépidant? Parce que moi, c'est vrai que je connais plein de gens à qui on dit concentre-toi sur ta respiration et que ça stresse déjà énormément rien que l'idée de se concentrer sur sa respiration. Donc si on pouvait les aider, ne serait-ce qu'à débloquer ce petit truc-là, ce serait bien. C'est parti. Alice, déjà, donc première question qui est très personnelle, hein, mais c'est quoi le poids constant? Parce que nous, avec Marie, l'année dernière, on avait reçu dans notre émission un jeune homme qui s'appelle Arthur Guérin-Boéry. C'est un homme qui bat des records de distance d'apnée, mais sous la glace. Il a notamment nagé 105 mètres dans une eau à 1 degré au Canada, sous la glace, et vêtu uniquement d'un petit slip de bain. Toi, c'est pas la même apnée, c'est pas la même chose. Alors, c'est pas la même chose. Donc, cette apnée que tu viens de décrire, c'est une apnée horizontale. Ok. Moi, l'apnée poids constant, avec ma monopalme, c'est une apnée dans les profondeurs, donc à la verticale. Et pourquoi on parle de poids constant? C'est qu'on est muni d'un lestage pour contrebalancer la combinaison qu'on porte qui flotte. On va porter soit une ceinture de plomb, soit un plomb de cou qui nous permet de mieux descendre. Et on n'a pas le droit de le larguer au fond. On est obligé de remonter avec. C'est pour ça qu'on parle de poids constant. C'est tout bête. Parce qu'il est tout le temps là, en fait. Voilà, le poids qu'on prend dès le départ, on doit le garder jusqu'à la fin de notre apnée. Et donc, le poids constant avec ma monopalme, c'est une apnée qui consiste à prendre une inspiration et à descendre le plus profond sous la surface de la mer, donc sans respirer, et à remonter à la seule force de ma monopalme aussi. Donc lui, il nage en horizontal et toi, tu nages en vertical. Exactement. Un peu comme dans le Grand Bleu, en fait, pour les gens qui nous... Alors, c'est là où il faut pas se tromper. Le Grand Bleu, c'est une autre discipline. Ils descendent avec une machine, une gueuse. Ah. Moi, je descends à l'aller et au retour à la force de ma palme. Alors, comment t'es tombée dans le monde de l'apnée? À quel moment tu t'es dit, moi, ce que je vais faire, c'est arrêter de respirer sous l'eau? Complètement par hasard. J'étais pas du tout sportive. Mes parents avaient abdiqué. Ils ont essayé de me faire de la danse, du tennis, du judo. Je voulais rien faire. Et puis tardivement, j'ai senti quand même que je passais à côté de quelque chose, que le sport avait l'air d'être important. Et je me suis dit, je veux trouver mon sport. Alors à 13 ans, j'avais passé mon niveau 1 de plongée bouteille avec ma sœur. Et cet univers, même si j'avais le mal de mer, m'avait fascinée. Et donc, à 23 ans, j'ai décidé de reprendre la plongée bouteille. Alors, comme je suis originaire de Clermont-Ferrand, j'ai repris la plongée bouteille dans une piscine. Ce qui paraît un peu, voilà, quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. Et donc, dans cette piscine, juste la ligne d'eau à côté de moi, où j'avais ma bouteille sur le dos, où j'avais 50 centimètres au-dessus de ma tête, c'était vraiment improbable. Il y avait des apnéistes qui étaient, eux, libres, ils avaient rien sur le dos, ils évoluaient avec grâce. Et là, je me suis dit, waouh, je veux essayer ça. J'ai essayé ça, ça a été le coup de foudre immédiat. Et j'ai plus jamais arrêté, j'ai plus jamais remis de bouteille sur le dos. Et puis, on m'a embarqué en compétition, j'ai aimé. Et puis, c'est devenu vraiment une passion qui est devenue mon métier, quoi. Tu serais capable d'expliquer ce qui t'a vraiment plu à ce moment-là? Parce qu'on parle quasiment d'un coup de foudre, en fait. C'est ça. Là, il s'est passé un truc où tu dis, mais j'adore
adores ça. Qu'est-ce que t'adorais en fait? Qu'est-ce que t'as adoré? En fait, ce qui m'a le plus surprise, c'est de voir les capacités de mon corps. Alors que j'avais jamais fait de sport, que je connaissais pas cette discipline, de voir que mon corps, naturellement, il faisait quelque chose qui me dépassait. Et je me suis dit, waouh, le corps humain, il est surpuissant. On n'utilise pas ses capacités. Je veux comprendre. Et c'est ça qui me plaisait, parce que j'ai envie de dire tous mes coéquipiers, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait qu'une seule femme à l'époque. Et il y avait une dizaine d'hommes. C'était des grands sportifs qui s'entraînaient depuis le plus jeune âge, etc. Et ça m'amusait beaucoup. Il y avait vraiment ce côté-là. J'arrivais un peu comme une touriste. Et finalement, j'étais douée. Donc, j'ai compris dès le départ qu'il y avait autre chose que l'aspect purement physique. Il fallait pas des gros muscles. Et du coup, ça m'a intriguée. Comme j'étais en plein dans mes études de médecine, de dentaire. Le potentiel du corps humain, tout ça, ça me captivait beaucoup. Et du coup, j'avais l'impression de l'expérimenter à l'échelle de mon propre corps. Et c'est ça qui m'a fascinée. Vraiment. Le côté petit labo interne. Exactement. Et puis, côté de se dire, potentiellement, les êtres humains passent à côté de quelque chose. Même si tu ressens ce truc très fort, t'es pas devenu professionnel tout de suite? Non, parce que moi, mes parents sont chirurgiens dentistes, ma sœur est chirurgien dentiste. J'allais. C'était obligé. Est-ce que tu as vraiment choisi la chirurgie dentaire en vrai? Moi, je vis tout avec passion. Donc, que ce soit mon métier de chirurgien dentiste ou l'apnée, là, si je devais arrêter l'un pour l'autre, etc., tout me va, en fait. Dès l'instant que je le fais avec mon instinct et avec passion, tout me plaît. Donc, en vrai, le métier de chirurgien dentiste m'a énormément plu. Et j'ai envie de dire, si j'avais pas été chirurgien dentiste, je pense que je serais pas aussi forte en apnée. Parce que les gens ont mauvaise haleine. Et que c'est donc, ça. C'est un entraînement de chaque instant. Non, pourquoi? Moi, je veux bien la vraie phrase. La vraie raison, c'est que donc je me suis spécialisée dans les enfants au fil des années. Et les enfants, dès qu'ils passaient la porte de mon cabinet dentaire, je savais s'ils savaient respirer par le nez. Et s'ils n'arrivaient pas à respirer par le nez, ça modifiait toute la croissance de leur visage. Et ils avaient des troubles au niveau de l'état général très important, c'est-à-dire qu'ils dormaient pas bien, ils étaient pas attentifs à l'école, ils avaient du mal à s'alimenter, ils avaient du mal à prendre du poids. Et donc, quand j'ai vu l'incidence d'une mauvaise respiration sur un enfant en pleine croissance, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. La respiration est bien sûr essentielle à la vie, mais essentielle du coup au bien-être et du coup à la performance. Et j'ai creusé ça, et d'avoir ces enfants au quotidien dans mon cabinet, c'est ce qui a contribué à tout miser sur la respiration. Vraiment, parce que je voyais un tel impact sur l'état général, ça modifie tout le corps, quoi. Vous imaginez, c'est comme une plante qui pousse sans tuteur, elle pousse complètement tordue, elle est complètement dysfonctionnelle. Il y a des enfants qui savent respirer par le nez et des enfants qui savent pas respirer par le nez. Alors c'est ça. Comment ça se fait que des enfants... C'est quand même le truc le plus naturel du monde de respirer pas. Mais on n'apprend pas en même temps à respirer. Personne nous l'apprend. Déjà, personne nous l'apprend, mais c'est vrai que pendant la croissance, il peut y avoir des obstructions nasales à cause des amygdales, des végétations ou des allergies ou une déviation de cloison nasale. Il peut y avoir des problèmes anatomiques ou donc voilà ces problèmes d'allergie qui empêchent l'enfant de bien respirer par le nez. Et c'est tellement puissant, comme les enfants sont en pleine croissance, que ça modifie, ça se voit à l'extérieur. Et pour aller plus loin, quand l'adulte, il a fini sa croissance, et ben ces désordres qu'on voit chez l'enfant à l'extérieur, ils se passent à l'intérieur, chez l'adulte. C'est-à-dire ? Et c'est pour ça qu'on a des gros problèmes cardiovasculaires, l'apnée du sommeil. Ça, c'est dû à une mauvaise respiration. La respiration physiologique, elle se fait par le nez. Or, la moitié de la population maintenant, aujourd'hui on le sait, respire essentiellement par la bouche. La moitié. La moitié. Oui, mais du coup, là, moi, je suis en train de paniquer. Je pense par exemple à Marie, qui a un petit garçon. Marie, je ne sais pas si ton fils respire par le nez ou par la bouche. En t'écoutant, on peut se dire, mince, qu'est-ce qu'on peut faire s'ils respirent pas bien, les enfants ? Alors, s'ils respirent pas bien, alors déjà, quand ils sont en pleine croissance, souvent ils ont la tutute, ils ont la tétine, ils ont le pouce. Donc, il arrive toujours à une période où parfois ils respirent la bouche ouverte. Vous allez voir, quel est le problème de respirer la bouche ouverte ? C'est que la langue va rester en position basse et elle ne va pas jouer son rôle de stimuler le palais. Normalement, la langue vient stimuler le palais quand on respire par le nez.
et elle va permettre à notre palais de grandir bien pour que le palais prenne une forme concave. Et du coup, si la langue ne vient pas stimuler cette zone-là, eh ben le palais, il va avoir une forme en V, il va pas pouvoir se construire, et cette forme en V tout étriquée du palais va empêcher toute la structure interne du nez, donc les cornets, de se développer, et donc le nez ne va pas se développer. Or, c'est la structure anatomique de base de la respiration, c'est le nez, c'est pas la bouche. En médecine, on dit la fonction crée l'organe. Donc, si je stimule pas avec ma langue le palais grandit pas, le palais ne permet pas au nez de se développer et c'est un cercle vicieux. Si vous dites que 50% de la population respire par la bouche, c'est pas très étonnant cette impression moi que j'avais de base qui est il y a plein de gens à qui quand on parle de respiration, ça les angoisse quasiment immédiatement. Alors oui, parce que déjà, la plupart des gens, ils se sont jamais posé la question, et j'en fais partie. On nous a jamais appris à respirer, on l'évoquait tout à l'heure. On ne sait pas, quand d'un coup, on est face à un stress et qu'on nous dit « respire », mais en fait, on sait pas quoi faire. On sait pas ce que c'est, parce que cette fonction, on considère tellement que c'est acquis que c'est une fonction qui se fait toute seule, mais du coup, quand on veut y porter attention, eh ben, on sait pas quoi faire. Donc on est figé, ça nous stresse. Et on se dit, mais comment on respire ? Comment l'air fait pour passer de l'extérieur à nos poumons ? C'est une question qu'on s'est jamais posée. Il y a plein de gens là déjà en train de nous écouter qui seront en train de se poser la question. Ouais, exactement. et de poser leur langue dans leur palais, c'est sûr. Quand tu t'es posé ces questions, quand tu as réalisé ça, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je respire bien ? Étonnamment, l'apnée, de me priver de respirer, j'ai appris à respirer. Au début, quand j'ai commencé l'apnée, je savais pas bien prendre l'air. Alors, je respirais plutôt bien, je vais dire. Sauf que quand il fallait prendre un maximum d'air pour partir dans mon apnée, je savais pas faire. Je faisais comme la plupart des gens. Si là, d'un coup, je vais vous dire, prenez votre inspiration, on part pour une apnée, vous allez faire... Ouais. Vous allez lever les épaules, vous crisper et prendre que de l'air au niveau du thorax. Mais c'est pas comme ça qu'on remplit bien ses poumons. Il faut d'abord remplir la partie basse. Vous imaginez remplir un sachet de glaçons. L'eau, elle va d'abord venir remplir toutes les petites alvéoles du bas et tout doucement, elle va remplir tout le sachet glaçon. Et ben les poumons, c'est pareil. Il faut remplir les alvéoles en bas des poumons et remonter. Si on veut trop prendre d'air dans notre cerveau, on se crispe et on va finalement faire une petite inspiration de rien du tout et on va partir tout tendu. Donc, réapprendre à respirer. Alors, je sais pas, déjà, j'aimerais vous poser la question. On n'a pas répondu à cette question. Comment l'air fait pour passer de l'extérieur à vos poumons ? Vous parlez de personnellement, comment l'air fait ? Personnellement, quel est le phénomène ? Qu'est-ce qui se passe ? Inspiration. Inspirer, ça rentre. En effet, pourquoi ça rentre ? Est-ce que c'est le nez qui aspire l'air ? Oui. Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'est peut-être pas ça, parce que c'est un peu comme une pompe, le poumon, non ? C'est un peu comme une pompe, mais d'où vient cette pompe ? Diaphragme ? Du diaphragme. Je sais, parce qu'il est tout le temps bloqué, mon diaphragme. Et voilà. Qu'est-ce que c'est comme structure anatomique, le diaphragme ? Eh ben, vous parlez pas à des biologistes, madame. Nous, on a fait des études littéraires. Le diaphragme, c'est un muscle. Et donc, ce muscle, il va se contracter, il va aspirer l'air, et c'est lui qui aspire l'air et l'air passe dans votre nez. Mais il est où le diaphragme ? Il est là, hein ? Il est sous les côtes. Il va s'insérer au niveau du sternum, sous les côtes. Il va même s'insérer au niveau de la colonne vertébrale. Et il a une forme un peu concave, comme une voile de parapente. Comme une voile de parapente. Et donc cette voile de parapente, quand il se contracte, ce muc, elle va s'abaisser. Et c'est ce mouvement d'abaissement qui fait piston et qui aspire l'air. Vous imaginez une sorte Alice, quand vous prenez la grande respiration avant de plonger, c'est important pour vous de visualiser tout ce qui se passe, c'est-à-dire le diaphragme qui s'active, l'air qui rentre dans les poumons, ça peut paraître important. En fait, comme c'est des structures qu'on ne voit pas, c'est important de développer des ressentis et aussi de les visualiser. Donc, en effet, quand je me visualise avoir cette coupole, cette voile là qui est sous mes poumons et qui s'abaisse et que ce mouvement va aspirer l'air de l'extérieur,
et ben ça fluidifie le mouvement, je suis décontractée et ça permet de bien remplir les bonnes zones, c'est-à-dire voilà la partie basse et puis tout doucement remonter jusqu'au thorax. Quand tu t'es en apnée, quand tu descends à 100 mètres, qu'est-ce qui se passe dans ton corps en fait? Parce que c'est pas juste tu retiens ton souffle, là on a bien compris que c'était stratégique, comment tu respirais. Tu peux nous expliquer ce qui se passe exactement? Alors déjà, c'est super, ça me fait sourire, parce qu'on veut déjà savoir ce qui se passe au fond. Sauf que moi j'ai compris que l'essentiel, il se passait à la surface. Et avant d'inspirer, qu'est-ce qui est majeur de faire? C'est d'expirer. Il faut expirer déjà tout son air. Donc, je vide tous mes poumons. Ensuite, une fois que je suis vide, j'inspire. Alors là, pour le coup, j'inspire avec la bouche quand je pars en apnée. Vous voyez, ça dure longtemps. Ouais. C'est pas... Ça dure très longtemps. C'est une respiration très ample, très profonde, très douce. Et après, hop, je bascule en douceur. Je vais palmer de manière la plus fluide possible pour pas consommer trop d'oxygène. Tout est stratégique. Au bout d'une certaine profondeur, la pression est telle qu'elle vient écraser l'air qu'il y a dans mes poumons. Donc l'air qui me faisait flotter à la surface comme un ballon, l'air se fait comprimer par la pression. Et donc l'air, au début, c'est un grand ballon. Et à la fin, ça a le volume d'une mandarine. Et donc, ça fait que je coule comme une pierre toute seule à 1 mètre seconde sous l'eau. Donc, c'est vraiment, c'est une chute libre. Ouais. Et donc, je me laisse guider tout doucement par la mer jusqu'au fond. C'est fascinant. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire au niveau du corps. Au niveau du corps, j'ai plus besoin de palmer. Mais par contre, au niveau des oreilles, vous savez, quand on va au fond d'une piscine, on sent une gêne au niveau des oreilles, on a besoin de compenser les oreilles. Ça, j'ai besoin de le faire toute la descente. Et ça, c'est un enjeu aussi. C'est très technique. Comment tu gères... Parce qu'après, il faut remonter. Il faut remonter, oui. Sans air. Ça, c'est dur. Alors l'air, il est toujours là. Donc en effet, comme on en a consommé, l'oxygène s'est transformé en partie en CO2, mais on a toujours le même volume d'air. Et donc au fur et à mesure, donc vous avez compris, plus je descends, plus l'air devient comme une mandarine, et plus je remonte, plus il reprend son volume. Donc plus je reflotte. Donc au fond, c'est assez dur de palmer, donc il faut vraiment que j'actionne les jambes. Et plus je remonte, plus je me fais aspirer par la surface. Fascinant. Et ça, tu l'as décomposé au fur et à mesure, et des gens qui t'ont expliqué, ou parce que on a l'impression que c'est que des choses, c'est très technique effectivement, mais sur les premières fois que tu l'as fait, t'as pas pu faire ça en connaissance de cause. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai cherché à ne pas trop lire de livres sur l'apnée et à ressentir. Pour moi, l'apnée, c'est vraiment la meilleure discipline pour se reconnecter à soi, à ses sensations. Et donc, bien sûr, j'ai plongé avec des coéquipiers, avec des instructeurs, mais j'ai beaucoup essayé de faire confiance à mes ressentis. Et donc, au début, ça peut paraître un peu plus long, mais finalement, on gagne énormément à écouter les ressentis de son corps, parce que cette chute libre, ce moment où on n'a plus besoin de palmer pour couler, c'est quelque chose qui se ressent. C'est pas à telle profondeur, il va se passer ça. Il faut laisser son corps ressentir ce moment où on n'a plus besoin de palmer. Donc, on a besoin d'être très lent, d'être très à l'écoute et de progresser vraiment pas à pas, de pas brûler les étapes. Et une fois qu'on a cette conscience et cette connaissance, c'est ça qui permet en fait la performance. Et comment tu gères le stress? Parce que, en fait, là, quand on t'écoute, on dirait que t'as pas peur. Mais oui. Mais alors, on sait qu'on prend des risques quand même, puisqu'on est seul au fond de l'eau. Mais une fois qu'on a conscience de son corps et qu'on maîtrise tous ces aspects techniques, vraiment, on n'a pas peur. On a en confiance. On sait que c'est une discipline à risque, donc on fait en sorte de gérer tout ce qui peut arriver. Mais on a une totale confiance en nous. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Et donc, c'est une conscience aussi de la gestion de nos ressources. Donc, apprendre à respirer, c'est comprendre comment fonctionne notre corps, comment je vais pouvoir utiliser l'oxygène, comment pas le gaspiller. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, comme c'est une fonction qui est autonome, c'est-à-dire qui se fait toute seule,
on a l'impression que on peut pas agir dessus. Or, si. Et surtout on se rend pas compte, mais le stress de notre société, le stress extérieur vient polluer ce souffle qui est naturel et physiologique quand on est enfant. Et ben tout ce stress, il vient polluer notre souffle, on prend de mauvaises habitudes et on a des automatismes qui sont néfastes. Et notre système nerveux, il a encodé des automatismes néfastes, comme respirer qu'avec le haut de ses poumons. Ouais. Ça peut bloquer en haut du diaphragme très facilement. Le stress bloque le diaphragme, donc à votre avis, comment un muscle qui est tout contracté peut te permettre de bien respirer? C'est pas possible. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est un muscle. On sait tous muscler notre quadriceps, on sait tous faire un squat. Par contre, personne nous a appris à faire fonctionner notre diaphragme, à le muscler, et personne nous a appris à étirer ce muscle. Or, si on n'étire pas ce diaphragme quotidiennement, pareil, il ne peut pas bien se mouvoir, il va se rigidifier, il va même, comme il est au niveau, juste au-dessus de toutes les viscères de notre ventre, l'estomac, ils vont créer des adhérences avec ce diaphragme, et ce diaphragme, il va être bloqué. Et toi, tu fais des exercices de respiration tous les jours, justement? Tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on peut te choper dans une chambre, t'es juste en train de respirer, tu fais rien, et t'es en train de dire, je bosse, en fait. Exactement. Moi, je disais à mes coéquipiers qui allaient à la salle de muscu, là, écoutez, moi, je respire 5 minutes. C'est ça mon entraînement. Donc, au début, ils me disaient, la feignante. C'est comme ça que j'ai construit des bases saines de mon entraînement. Alors, je vais aller un peu plus loin. Le fait de pas bien respirer, on a des tensions dans le corps. Donc, si on a ces tensions dans le corps et que on se jette dans des salles de muscu, on va verrouiller ces tensions. La respiration, si on apprend à bien respirer avant d'aller à la salle de muscu, on libère toutes ces tensions. Le corps, il est libre. Et du coup, là, on peut apprendre un mouvement qui va être sain et physiologique. Sinon, c'est comme ça qu'on se blesse. Et c'est pour ça que c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour les sportifs de haut niveau. Et j'en croise. La plupart des sportifs de haut niveau ne misent pas sur la respiration et pour moi, c'est une grave erreur. Aujourd'hui, on le voit très bien, il y a beaucoup d'athlètes qui font des burn-out, qui se blessent parce qu'on est dans cette course effrénée de la performance. Mais avant de vouloir performer, il faut bien construire son corps et la respiration, c'est l'élément qui va permettre de construire tout ce pilier parce qu'il s'insère sur la colonne vertébrale. C'est vraiment ça. On construit comme une colonne de respiration et c'est autour de cette colonne que tout l'organisme va pouvoir fonctionner librement. Comment on sait si on respire bien ou pas? Parce que là, moi, depuis tout à l'heure, je suis là. Franchement, j'ai trop envie de bien respirer, mais je suis incapable de savoir si je... Alors, je vois bien si je respire par le nez ou par la bouche, mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Alors, comment je peux savoir? On va le faire. Je vais vous proposer de mettre une main sur votre ventre et une main sur votre cage thoracique. Donc, au-dessus de la poitrine et une main sur le ventre. Là, vous respirez que par le nez, donc la bouche se ferme. Et vous essayez de sentir que seule la main qui est posée sur votre ventre ne bouge. Alors, je vais vous observer. Si vous sentez que la main au niveau de la cage thoracique, au-dessus de votre poitrine, bouge, c'est que vous ne savez pas respirer. Non, moi ça va, ça bouge pas. C'est bien. Alors, il faut se concentrer. Voilà, c'est mieux, Marie. Donc, en fait, il faut avoir une respiration au début très peu ample pour que justement ça reste vraiment au niveau du ventre. Donc on essaye d'avoir des toutes petites inspirations et expirations. Comme ça va éviter d'aller au niveau du thorax. Une fois qu'on sent que la petite main qui bouge au niveau du ventre, parce que là c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale ou la respiration diaphragmatique. La respiration au quotidien de repos, quand vous êtes devant un ordinateur, un bureau, on n'a besoin que de cette respiration-là. C'est la respiration des bébés, c'est la respiration qu'on a avant de s'endormir. Il n'y a pas besoin d'aller solliciter la cage thoracique. Cette petite respiration, c'est la respiration de repos. Et donc, c'est elle qui donne l'information à notre cerveau que tout va bien. Mais si je peux me permettre, mais Marie, elle est enceinte. Est-ce que ça joue dans la façon de respirer?
Alors, c'est très intéressant de parler des femmes enceintes et du coup, pour mieux comprendre comment tout le système respiratoire fonctionne, j'ai travaillé avec des femmes enceintes. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le diaphragme, qui est en coupole sous les côtes, il a un autre élément anatomique qui lui fait écho, c'est le périnée. Et le périnée, le plancher pelvien, il n'y a que les femmes enceintes qui connaissent. Oui. Or, il fonctionne de pair. Et c'est des structures anatomiques hyper importantes à ressentir. Mais ils sont pour reliés bien vraiment ? respirer. Oui. Et pour aller plus loin, c'est relié aussi avec le voile du palais et la fontanelle. Donc la fontanelle, c'est c'est ce qui est mou chez les bébés au début, c'est la tête, voilà. c'est le cerveau, c'est les os de la tête qui sont encore mous quand ils naissent. Et en fait, à différents étages, toutes ces structures anatomiques sont reliées. Elles fonctionnent toutes ensemble, ça paraît logique. Le corps humain, il est hyper bien fait. Et donc, bien sûr, quand on va loger un bébé dans cette zone-là, bien sûr, ça change un peu la respiration. Mais grâce à la respiration, on peut justement harmoniser sa grossesse. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est le périnée. On peut faire fonctionner correctement le périnée. La rééducation des femmes enceintes au niveau du périnée, c'est un cauchemar. Là, j'ai une amie, pour tout vous dire, ça faisait 5 ans qu'elle avait des fuites urinaires, etc. Je l'ai adressée à une spécialiste du périnée. Elle a frôlé l'opération de peu. Et cette rééducation du périnée lui a permis de ne plus avoir de fuites urinaires et de nouveau de mieux respirer. C'est fou quand même ce truc de respiration. Mais parce que moi, je me suis jamais dit que potentiellement ma santé avait un rapport avec ma respiration. Tant qu'on n'a pas un cancer des poumons, je veux dire. Bien sûr. Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, on se consume à petit feu. On se rend pas compte que cette respiration-là a un impact crucial sur notre santé générale. Un enfant qui ne sait pas respirer par le nez, il sait pas en fait qu'il va pas bien. Oui. Mais par contre, il va être agité, il va pas être attentif à l'école, il va avoir de gros troubles. Et d'un coup, quand on lui redonne la respiration, mais je vous jure, les parents, je sauvais leur vie. Hein. Mais du coup, c'est qui ? C'est des médecins et c'est des dentistes qu'il faut aller voir pour apprendre à respirer ? Alors, les dentistes, en effet, donc ils sont de plus en plus alertes pour diagnostiquer, pour intercepter ces problèmes de respiration. Les ORL, tous les médecins qui vont gérer la sphère orofaciale. Il y a aussi beaucoup les orthophonistes qui vont vous aider. Elles vont être beaucoup en lien à refaire fonctionner la langue correctement, la respiration correctement. Et vous, les parents, il faut observer vos enfants. Est-ce que quand ils dorment la bouche ouverte ? Est-ce que à un moment, il faut leur enlever la tétine et le pouce pour que justement le palais puisse grandir correctement avec la langue ? Il y a plein de petites choses. Mais en effet, c'est ce que je vous disais. Mon métier de chirurgien dentiste a fait que je suis devenue une des meilleures apnéistes au monde parce que j'ai misé sur les bonnes choses. Oui, parce que tu disais aussi, j'ai entendu des interviews de toi où tu disais que, en plus, toi, ta capacité de poumon en air, elle est moindre que la plupart des gens. Exactement. Donc, c'est génial dans le sens où j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai dû apprendre. Je sais pas si c'est génial. C'est comme si tu disais, c'est génial parce qu'à chaque fois, c'est une roulette russe. Peut-être je vais mourir, mais moi, c'est ça qui me plaît. Alors, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste que comme j'ai pas beaucoup de ressources, je suis obligée de bien l'utiliser. Ouais. Et c'est ça le point négatif pour les hommes, c'est qu'ils ont le double, voire le triple de capacité pulmonaire. Vous aviez interviewé le champion Arthur Guérin. Il a 10 litres de capacité pulmonaire. Quand on a 10 litres, on se permet de gaspiller. Mais quand on n'a que 4 litres, on peut pas se permettre d'aller faire trop de muscles qui vont consommer trop d'oxygène. On peut pas se permettre ce genre d'erreur. Il faut être optimal. Et donc, moi, d'avoir ces petits poumons, ça m'a obligée à comprendre l'anatomie, à comprendre comment mon corps fonctionnait. Et comme je suis issue de ce cursus-là, voilà, c'est mes études de médecine, ça m'a passionnée. Comme je vous le disais, je suis mon propre laboratoire. C'est extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, comme je suis passée par toutes ces étapes-là, dans tous ces ressentis-là, je suis capable de le transmettre. Et là, je lance ma méthode que j'ai appris, reprends ton souffle, parce que je trouvais que c'est très éloquent dans le sens où on est à bout de souffle aujourd'hui.
Et donc, ce que je partage avec ces personnes-là, que j'accompagne, c'est ressentir leur diaphragme, ressentir leur périnée, savoir dissocier la respiration thoracique de la respiration ventrale. Et une fois qu'ils ont ça, ils sont autonomes. Hop! L'objectif, c'est d'éduquer les gens sur la respiration, chose qu'on nous apprend pas à l'école et nulle part, pour leur redonner le pouvoir du potentiel du corps humain. Et pour qu'ils arrivent aussi à évacuer ce stress, en fait, qu'on ne soupçonne pas. Et est-ce que ça vous a rendu écolo tout ça parce que vous parlez vachement de gestion de ressources et de gaspillage? Oui. En fait, dès qu'on le fait à l'échelle de notre corps, ça nous donne envie de le faire à l'échelle de la planète. Tout s'extrapole à plus grande échelle. Donc quand on prend conscience qu'on peut mieux gérer nos ressources à l'échelle de notre corps, qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 litres pour faire des records du monde, qu'avec que 4 litres, c'est possible. Et moi, c'était un peu l'enjeu de venir challenger mes coéquipiers masculins, de leur dire « Eh oh, regardez-nous un peu, on a peut-être des choses à vous partager. » Et on le sait bien, les hommes sont beaucoup mis en valeur dans le sport, de plus en plus les femmes, mais ça a pris du temps. Et les femmes vont changer le sport de haut niveau, je vous le jure. En respirant, c'est ça qui est fou, juste en respirant. En respirant, mais aussi avec beaucoup de souplesse, beaucoup de fluidité. Quand les gens nous regardent nager, ils nous comparent à des danseuses. Quand vous regardez des hommes, c'est plus en force. Ils ont pas cette fluidité parce qu'ils vont faire des muscles. Mais quand vous leur dites ça, ils disent quoi? Ils sont pas contents. On se charrie entre nous. Mais je pense qu'on a vraiment quelque chose à partager. Franchement, c'était passionnant. Ouais. Moi, par contre, et je suis sûre que ça fait ça à plein de gens qui nous écoutent, vraiment. C'est-à-dire que je me sens un peu bloquée au niveau du diaphragme. Là, je commence à avoir des petites douleurs intercostales. Ah, c'est vrai? Alors, déjà, moi, je vous incite à taper diaphragme sur Google, d'aller voir l'anatomie, de voir cette voile de parapente là qui va séparer votre thorax de l'abdomen. Il sépare votre corps en deux. Et là, vous vous dites, c'est cette espèce de membrane qui va faire des vagues au milieu de mon corps, qui va me permettre de faire rentrer l'air et de faire sortir l'air. Donc déjà, vous allez visualiser cette structure qui auparavant était un peu floue ou voire inconnue. Donc ça, déjà, vous allez respirer par le nez. Ça va être aussi un atout. Dès qu'on respire par le nez est connecté au diaphragme, donc il va vouloir faire fonctionner votre diaphragme. Ces petits gestes-là paraissent complètement anodins, mais déjà, vous allez commencer à reprogrammer votre système nerveux, votre cerveau et votre respiration. Et puis après, si vous avez l'occasion d'aller voir un kiné, d'aller voir un ostéo, il peut vous masser cette zone-là. Quand vous dites j'ai le diaphragme tout bloqué, cette zone-là peut être soulagée par un professionnel et déjà, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et après, il faut faire mon programme avec moi. Une question, moi, j'ai fait de la sophro à un moment et moi je suis comédienne et donc souvent il y a du stress avant de monter sur scène et ma sophro elle m'avait dit si tu veux ne plus avoir de stress, arrête de respirer. Et donc en gros elle m'avait dit que bloquer la respiration faisait que d'un coup notre corps se mettait, et tu vas me dire si c'est vrai, mais que d'un coup notre corps se mettait du coup comme il n'y avait plus de respiration en mode survie et donc enlever les choses pas nécessaires comme par exemple les mauvaises pensées et les pensées en général. Mais c'est tellement vrai. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, c'est de me priver de respirer que j'ai appris à respirer. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On se prive de respirer et d'un coup là, il se passe un bouleversement dans notre corps. Déjà, comme vous l'avez dit, il se met en mode alerte. Il va à l'essentiel. Donc, il dit, là, il respire pas. Attends, qu'est-ce qui est important? Les petites pensées où on se sabote, ça on oublie, clac, il élimine. Et après, naturellement, votre corps, comme il va être en dette d'oxygène, il va vouloir respirer de manière efficace. Donc ça veut dire que si on veut déstresser, il faut respirer, inspirer profondément par le ventre. Ouais. C'est ça. Si jamais on a trop de pensées parasites, on peut aussi faire une petite apnée, peut-être pas à ton niveau, mais une petite apnée rapide. Exactement. De quelques secondes, ça peut nous aider. Et si on veut faire des petits exercices, tu peux nous donner quelques petites à la maison, les gens qui d'un coup se disent donc ce que tu as décrit, respirer par le nez,
ressentir que la respiration au niveau du ventre. Et après, on peut faire des exercices un petit peu comme on parle souvent de cohérence cardiaque. Donc, on fait une inspiration en 4 secondes, ou 5 si on y arrive, et on expire sur 5. Et donc, moi, j'ai l'application Respirelax pour ça, c'est très bien. Exactement, Respirelax, c'est très bien, elle est gratuite, il y a une petite bulle, ça fait un petit bruit, une petite goutte d'eau, c'est génial, ça nous berce un peu, et après, on se fait bercer par notre souffle. Il y a une autre respiration qui s'appelle Ujjayi, donc quand vous faites ces 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, ce qui est intéressant, c'est de faire un espèce de bruit de gorge, un peu comme si on jouait sur le flux de l'air. Et on parle aussi de respiration comme une vague qui s'échoue sur une plage de galets et qui se retire. Et ben cette respiration, elle apaise aussi. C'est des choses très très simples qui sont pas faciles à réaliser puisque encore une fois on a pris plein de mauvaises habitudes. Mais quand on revient à l'essentiel, à la source, on revit. Bien respirer, c'est donc faire de l'éco-santé parce que donc Exactement. on est moins stressé, on est mieux et potentiellement on a moins de problèmes de santé, quoi. Exactement. Bien respirer, c'est faire de l'éco-santé parce que justement notre corps fonctionne mieux, notre cerveau est beaucoup plus clair, on est beaucoup plus lucide, on sait faire la part des choses, on est beaucoup plus à même d'interagir dans nos relations professionnelles, familiales. Ça améliore tout. C'est un enjeu crucial de santé publique, la respiration. Et ensuite, si on veut performer, c'est aussi la base pour bien performer, sans se blesser, sans s'abîmer. Et en parlant de performance, là, c'est quoi tes objectifs ? Parce que faut savoir que quand on lit un peu ton palmarès et tout, c'est vraiment, elle bat le record qu'elle avait elle-même battu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi, tu t'es en... Écoutez, mon enjeu, quand je suis arrivée dans l'apnée, c'était d'inviter les femmes à expérimenter cette discipline qui pour moi est une discipline de femme parce que on est très dans le mental, on est très forte mentalement, on s'arrête pas aux petits bobos, on sait écouter notre corps parce que notre physiologie veut ça, on fait des bébés, on a nos menstruations tous les mois, donc on sait écouter nos ressentis. Donc dans une discipline où c'est ça qui est important, on est très forte. Donc moi je voulais inviter les femmes à développer l'apnée et là je suis extrêmement heureuse puisqu'il y a plus en plus de femmes. Il y a 3 femmes qui ont été intégrées dans l'équipe de France qui commencent à venir me talonner derrière. Donc moi je suis ravie. Les records vont être bientôt battus par la nouvelle génération. Et je me réjouis d'avoir ouvert cette porte et de créer cette vague parce que vraiment, c'est une discipline qui mérite d'être connue par les femmes et qui mérite d'être connue tout court parce qu'on n'a pas besoin d'aller à 100 mètres de profondeur pour en retirer les bienfaits. Et là, je suis ravie que l'apnée se développe autant parce que ça va être un enjeu crucial dans les années à venir, ouais. Mais toi, ton objectif, ton rêve... Et moi, parce que j'ai vu ton TED il y a genre 7 ou 8 ans où tu dis, mon rêve, c'est d'atteindre les 100 mètres. Voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Mais ça, c'est fait. Maintenant, je veux faire 110 mètres. Voilà. Tranquille. Alors, pour faire 110 mètres, si vous voulez, 100 mètres, j'avais dit, je peux le faire qu'avec le mental et la respiration. Mais au-delà, il fallait que j'arrive à construire un physique. Mais comme je vous l'ai décrit... C'est pour ça que t'es partie sur la cocaïne, non? Et ce physique, pareil, je me suis pas jetée tête baissée à aller faire des squats et des soulevés de terre dans une salle de muscu. J'ai cherché à construire mon physique via la respiration. Et donc, tout ce que je fais des exercices de respiration en courant. Tous mes exercices de squat et de soulevé de terre, tous les exercices de musculation se font aussi grâce au souffle. Pour avoir une bonne posture quand on fait un squat, il faut bien comprendre comment se positionne le corps et le souffle aide énormément. Quand on n'a jamais fait de musculation, de salle, étant jeune, un squat, c'est pas un exercice facile. Eh ben, j'ai appris à faire un bon squat grâce au souffle. Et en plus, je vais vous donner la petite astuce. Alors, c'est pas à expérimenter trop tout seul,
Donc, avant de faire un squat, pour bien comprendre la posture, comme vous le disiez, avant de monter sur scène, quand vous étiez stressé, vous arrêtez de respirer. Là, moi, j'ai expiré mon air. Comme ça, mon périnée était bien placé, mon diaphragme aussi, et j'ai fait un squat efficient. Et une fois que j'avais compris comment devait être la posture du corps sans air, ça m'a aidé à le faire poumon plein, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Alice, pour toutes ces infos. Ça donne envie de bien respirer, quoi. Ça donne envie de bien respirer, hein. Merci beaucoup. On peut vous retrouver. Vous avez donc votre formation ? Oui. Alors, il faut me contacter parce que je commence tout juste. Donc, comme je suis encore en activité, en compétition, j'ai pas encore, je l'ouvre pas à trop de personnes, mais c'est un grand plaisir que j'accompagne. Donc, il faut m'écrire sur mes réseaux LinkedIn ou Instagram pour les plus communs. Et puis, très prochainement, je vais le lancer, je pense, à grande échelle. Merci beaucoup. On attend les 110 mètres. Voilà, j'y travaille. Donc là, pour ma première compétition, je suis descendue à 98 mètres. Et donc, j'attends avec impatience la deuxième compétition qui arrive à grands pas. Merci 1000 fois d'avoir été là. Merci à Harmonie Mutuelle aussi de nous avoir fait nous rencontrer. Moi, je suis contente. Ouais. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci encore. Et merci, et bel été à vous, et on vous suit sur vos compètes. Merci Marie, merci Marine. Merci Alice. Cet épisode de Vulgaire a été présenté par Marine Baousson et Marie Misset. Il a été réalisé par Antoine Ollier. Le générique est de Romain Baousson. C'est Juliette Poney qui fait les illustrations. Louis Tampero fait la programmation de ce podcast. On remercie évidemment tout le monde. Et on vous dit, laissez-nous des étoiles, likez, plein de commentaires, on compte sur vous. Et puis bien sûr, brossez-vous les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt.